aux yeux de Renan, est écrite non pas par une ouverture, mais elle est écrite à partir d'une finitude de la nation, ce qui explique donc l'enfermement et le repli sur soi. Face à cela, tu as parlé donc, de Kristeva, de la position émergente, hein, émergence des voix de minorité, et qui remettent en question la pensée de Renan, à savoir que la nation ne doit pas se construire à partir de la fixité, mais elle doit se concevoir à travers un double trait, entre autres la temporalité pédagogique et la temporalité performative. Alors cette double temporalité donne naissance à ce que tu appelais la liminarité, hein, la liminarité, donc qui serait cet espace dans lequel s'expriment les minorités, les subalternes. Alors cette communication donc, est un appel donc, à repenser les frontières de la nation, à repenser donc la construction de la nation. Je t'en remercie. Alors, je ne sais pas si vous avez tout fait. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. Il faut allumer le data show. Il faut allumer le data show. Voilà. Il est sur le très bien. Oui. Ça c'est bien. Oui, donc le projet A, on va sur le document. Il est là. Il est là. Appuie sur le document. Appuie sur le document. Bien, alors je vais donner la parole à mon collègue Zouhir Zerri, d'accord, qui nous vient de la faculté des lettres de l'université de Notofai de Knetra. Il enseigne donc au sein du département de français depuis 2013. Je rappelle qu'il a élaboré donc un travail de doctorat sous le titre du signe à l'image, regard sur les arts plastiques marocains, et de mon Amra al-Malh et Abikbir Khatebi, analyse de sémiologie et d'esthétique. Il est également membre de la coordination des chercheurs en littérature maghrébine et comparée, membre de la coordination internationale des recherches et études brachyologiques et membre donc, du laboratoire didactique langage, littérature et art à Kenitra. Alors, ces travaux ont fait l'objet donc de nombreuses réflexions sur la littérature et l'esthétique et constituent par là donc ces centres d'intérêt, des articles qui ont donné naissance et qui ont fait objet de plusieurs communications et de plusieurs publications. Voilà, donc je l'accorde la parole à Zouhir, hein, qui nous présentera une communication intitulée Edmond Amra al-Malh pour une décolonisation de la mémoire visuelle. Je vous remercie. Merci, cher Salima. Donc, j'ajouterai à cela que je viens de découvrir une nouvelle publication. C'est ici même à Meknes. C'est Mémoire et Trouma, à l'occasion d'un colloque qu'on a fait l'année dernière. Donc, mon intitulé est Edmond Amra al-Malh pour une décolonisation de la mémoire visuelle. Donc, j'aimerais bien éclairer cette facette hein, qui est de l'ordre de l'identité visuelle marocaine par rapport à cette question post-coloniale. Donc, le choix d'Edmond Amra al-Malh comme figure emblématique de la décolonisation de la mémoire visuelle marocaine
s'impose comme étant une réalité historique. Donc vous pouvez le considérer. En effet, né en 1917 et mort malheureusement en 2017, cette année on célèbre le centenaire de sa naissance, à Safi, dans la ville de Safi, mais il a grandi à Essaouira. Sous le protectorat français, El Maleh fut témoin de la période coloniale, puis post-coloniale, en faisant foi d'une grande conscience intellectuelle vis-à-vis de l'acculturation opérée par les agents du colonialisme. Notre postulat est que l'apport de l'auteur fut crucial dans la réhabilitation de l'identité marocaine plurielle et la promotion de sa culture nationale, en particulier visuelle. Et ce, en exhumant l'archéologie originelle de cette culture visuelle et en accompagnant la peinture marocaine naissante et l'art en général, parce qu'il a agi sur d'autres formes, car cela implique aussi le cinéma, la danse contemporaine, les arts de la scène et autres. Donc accompagné en termes d'échafaudage théorique, de déconstruction méthodologique et de critique artistique en la restituant à elle-même, je parle de la culture visuelle, en la restituant à elle-même et à sa tradition berbéro-judaïo-arabo-musulmane séculaire. Alors voilà le grand postulat, et on aimerait bien savoir où se situe l'action de décolonisation de la mémoire visuelle chez j'allais dire Al-Kibir Khatibi, donc, mais c'est Aid Mouammar al-Maleh. Le travail esthétique d'Aid Mouammar al-Maleh au profit de la culture visuelle marocaine et de son essor est ramené à un effort de restitution et de promotion de la mémoire plurielle du pays, qui passe nécessairement par l'examen minutieux du patrimoine national et une considération globale de ses fondements, qui seront les vecteurs de la modernité. Ainsi, grâce à une œuvre imposante et sciemment engagée, le Maleh s'est investi laborieusement dans un projet sociétal intégral d'édification. En fait, de la sociologie jusqu'en écriture sur l'art, en passant par la littérature, il a beaucoup écrit dans le domaine littéraire, a commencé par Parcours immobile en 80, et le dernier c'est Lettre à moi-même, c'est en 2010, quelques jours avant sa mort. Donc, en passant par la littérature, la philosophie, il a enseigné la philosophie à lycée Lyoté en 60, dans les années 60. La politique, on va en parler, l'éducation et le militantisme social. L'homme a pris en charge le destin pluriel du Marocain. Il explique dans son texte à propos d'Ahmed Sharqawi en 1974 que la restitution de la mémoire visuelle locale doit faire l'objet d'une profonde recherche dans les possibilités d'une reconversion artistique du legs ancestral. Je cite, « Il s'agit par une véritable reconversion du regard de découvrir les pouvoirs de création que recèle ce passé, amener à l'évidence ce qui est profondément occulté, barré, frappé d'interdit, au niveau même de l'inconscient, par la confrontation avec la culture occidentale. » Donc, comme Al-Kibir Khatibi, Aid Mouammar al-Maleh venait redéfinir le cheminement culturel d'une identité visuelle. Parce que les artistes peintres qui ont commencé à peindre à partir des années 60, avec les Sharqawi, Barbawi, et avant même les pionniers, les premiers, on va en parler de la définition qu'en donnait le colonisateur, parce qu'il les appelait les primitifs, l'art brut. Donc ce sont des terminologies qui en fait cachent un petit peu le caractère hégémonique qui justifie même la présence du colon dans cette terre marocaine. Cet objectif de civiliser, de ramener l'ordre et de pacifier cette anarchie, vous vous rappelez de la dissidence marocaine, qui a justifié à un certain moment l'incursion coloniale. Il s'agit d'un fonds culturel marocain qu'il faudrait restituer et distribuer selon un raisonnement esthétique prospectif, nécessitant ainsi un acte esthétique original qui mettra en circulation la valeur plastique du patrimoine local. À vrai dire, l'handicap majeur de l'essor artistique au Maroc est d'autant plus scriptural que pictural. On avait une peinture, en tout temps au Maroc, il y avait des formes de peinture à partir, je ne sais pas, des gravures rupestres qu'on a trouvées, qu'on a découvert dans le Moyen Atlas. Mais cela n'a pas été enrobé d'écriture. On n'a pas développé une réflexion.
Donc c'est ce qui laissait entendre que le Maroc était dénué d'une mémoire visuelle, et sur le plan plastique notamment, dans le domaine de la peinture. Donc que c'est plutôt scriptural que pictural. Il touche à l'écriture de l'art et à sa promotion potentielle que celui de la pure création plastique. Donc c'est à ce niveau que l'action de Edmond Amar al-Maleh et d'autres, parce qu'il y a aussi Tony Baïdi, il y a Khatibi et d'autres, donc cet apport est crucial, c'est-à-dire dans l'écriture sur l'art et dans cette promotion, dans cette restitution scripturale de l'écriture et surtout de la mémoire visuelle. En effet, au moment de l'indépendance, l'identité nationale, avec tous ses pôles d'identification, en sciences humaines, en lettres, en art, en artisanat, s'affranchissait progressivement et délicatement des aléas du colonialisme et de l'ignorance qui entravait son essor, Edmond Amar al-Maleh s'est engagé patriotiquement dans cette synergie nationale. Et il entama aussitôt un processus de décolonisation de la culture ancestrale jusqu'aux limites du savoir, en réinterrogeant les figures de l'archaïsme, du colonialisme et de l'idéologie iconoclaste qui entravait jusque-là le progrès. Hier, ça a été dit que d'un côté, le colonialisme et aussi le nationalisme et freiner en fait la libération des esprits par rapport au genre, c'est-à-dire les femmes, la jeunesse, et il y a aussi de l'autre côté le colonialisme. Donc pour le Maroc, qui était un pays arabe et musulman, il faut savoir que la culture visuelle a été longtemps interdite, longtemps négligée. L'iconoclasme prédit qu'à la place de l'image, il ne faut pas être dans l'illustration. C'est pour cette raison qu'on n'a pas eu dans le temps des illustrations du Coran, par exemple. Les représentations anthropomorphiques des personnes ou bien des prophètes et des saints étaient en quelque sorte interdites, à l'encontre de la culture chrétienne. Donc la culture occidentale a commencé la représentation divine, des saints et de plusieurs univers depuis très longtemps. C'est ce qui a donné ce cumul, c'est ce qui a nourri patiemment cette culture visuelle occidentale et ce qui a donné la Renaissance et après cette modernité européenne. Donc c'est comme une critique double à la Khatibi, d'accord, de critiquer d'un côté la colonisation, dans cet aspect d'hégémonie et de négation, de marginalisation de la culture visuelle marocaine, et de l'intérieur, c'est-à-dire cet interdit qui est toujours dans les esprits par rapport à la représentation des corps et surtout pour la représentation, j'allais dire, figurative, là où il y a vraiment des figures. Dans ce contexte des années 60, cette synergie avait l'air d'une libération générale qui prenait le sens d'une indépendance politique dans le fief du mouvement nationaliste, avec El Maleh au sein du Parti communiste marocain, et parmi les fondateurs du Parti communiste marocain. Celui d'une libération littéraire avec Ahmed Sfriwi, Driss Shraibi, Abdel Labi, historique avec Abdullah Al-Aroui, sociologique avec Khatibi, je schématise, et plastique avec le couple Sharqawi et Gharbawi. Une conscience éthique et esthétique de l'intelligentsia marocaine naissante qui va se cristalliser dans l'exploration avertie du groupement Souffle et de l'école des beaux-arts de Casablanca à partir des années 60. Souvent, pour la renaissance littéraire et d'esprit national, on met en avant le nationalisme et le mouvement nationaliste. Pour la littérature, on cite toujours le groupement Souffle, mais on oublie de citer l'école de Casablanca, avec Belkahia et ses compagnons, Chebaa aussi. Ça veut dire qu'il y avait une libération qui se faisait au niveau de la peinture marocaine, pour restituer une originalité à la peinture marocaine. On va en parler tout de suite. Donc, à l'acculturation occidentale, El Maleh oppose le poids d'une civilisation ancestrale du signe. C'est ce qui a été développé largement dans la querelle des images avec Abdel Fattah Kileto. Il a expliqué autrement l'interdit qui pesait sur la mémoire visuelle marocaine et arabe en général. Il a dit que cet interdit de la représentation des corps et la représentation anthropomorphique en général a libéré des voies à l'imagination. La civilisation arabe et musulmane s'est investie dans le signe. C'est ce qu'il développe dans la querelle des images. Un patrimoine millénaire bien enraciné dans un héritage arabe, berbère, islamique, chrétien et juif. Et à l'orientalisme pictural, il oppose la résistance d'une force imaginale profondément inscrite dans l'organique de la nation.
Il s'agit d'une tradition visuelle originale qui se perpétue grâce à une transmission constante de sa matrice à la manière d'une sève nourricière qui alimente patiemment les nervures de l'imaginaire de la cité et les ondulations d'une mémoire visuelle collective et transcendante. Ainsi, l'artiste local conserve-t-il jalousement la texture esthético-génétique de sa culture ancestrale, dissimulée à travers les signes de son identité visuelle, faite de tatouages, de tapisseries, de poteries, de chaux, d'arabesques, de calligraphie, d'architecture, ou même délayée dans les voix mélodieuses et conviviales du Melhoun, du Metrouz, et la trame narrative des récits fabuleux qui forment et transforment l'imaginaire du groupe. Il est à préciser que les travaux d'Edmond Amr al-Maleh ont permis la restitution du patrimoine et du matrimoine marocain, consignés dans les œuvres plus proches de l'artisanat que de l'art, à l'image de la calligraphie, du tatouage, de la tapisserie et de la chaux. C'est-à-dire dans l'explication et l'interprétation esthétique qu'il donnait à des peintres ou à des ouvrages marocains, il n'est pas obligé de s'inspirer des théories occidentales. Il a créé lui-même sa théorie et un cheminement pour expliquer par exemple les travaux de Sharqawi, de Gharbawi, de Chaibi Atala qu'on considérait primitifs, qu'on considérait de l'art brut avec le mouvement Cobra. Lui, il a retrouvé un autre cheminement par rapport à sa féminité, par rapport à son évolution dans un patriarcat qui l'entoure et cette recherche de liberté qu'il a retrouvée par exemple dans son instruction un petit peu sociale, au-delà des explications que peuvent offrir les théories occidentales. Dans ce sens, Edmond Amr al-Maleh explique dans la peinture au rendez-vous de l'histoire que le socle visuel marocain est multiculturel, avec l'apport, et là je cite, avec l'apport fondamental des arts de l'islam, le fond berbère, saharien, sans compter les sédiments de la préhistoire, attestés par les gravures rupestres. Ces éléments hétéroclites constituent alors un fond historique indéniable qui alimente les strates de la mémoire visuelle nationale. Il assure une relation particulière avec la spatio-temporalité d'un imaginaire créateur, depuis l'artisanat jusqu'à l'art des cinèses, en offrant des possibilités plastiques inouïes à toute sensibilité prospective qui cherche, dans la culture visuelle locale, des opportunités d'une éventuelle reconversion contemporaine. Alors, El-Maleh explique que l'histoire de la culture visuelle marocaine obéit à un cheminement particulier qu'il faudrait se réapproprier au prix de la recherche et de l'étude scientifique. En effet, les travaux archéologiques entrepris par le chercheur Alain Rodrigue, intitulés respectivement « L'art rupestre du Haut Atlas marocain », publié en 1999, et « Images gravées du Maroc, analyse et typologie » en 2006, donc témoignent du grand héritage rupestre du sol marocain. D'accord? Ça veut dire que l'activité esthétique, bien sûr, dans son état élémentaire, d'accord, de documentation, de reconnaissance de l'univers, se faisait aussi au Maroc. On a nous aussi une histoire, d'accord, on n'est pas sorti du néant. Parce que c'est ça le grand slogan de la colonisation. C'est que ces peuples-là, c'est comme s'ils étaient dénués d'histoire, qu'ils venaient d'être mis au monde par cette civilisation occidentale qui venait les sauver en fait. Alors, l'auteur de la malle de Sidi, et là je signale un contraste majeur et surtout l'apport incomparable de Khatemi, d'Edmond Amr al-Maleh, lorsque le colonialisme a ramené cette phrase dangereuse, c'est que la peinture est venue au Maroc dans les années 60 et 50 dans les malles du colonialisme. Alors là, c'était comme une chanson qu'on répétait partout, que celui qui ramenait la peinture au Maroc, c'est le colon. Alors, Edmond Amr, pour répondre, pour déconstruire cette idée, il a écrit un joli livre à propos de Tibale Kantour, qui vit dans la région de Sidi Mahacho, il l'a appelé la malle de Sidi Mahacho. Déjà, sur le plan du titre, ça déconcentre un petit peu cet européocentrisme dont parlait Kalima hier, et il le replace dans un contexte purement marocain. Et il a tout pour expliquer
d'accord, cette venue au monde d'une peinture, bien sûr dans une configuration européenne. Hein, on ne peut pas nier que le tableau, comme forme démocratisée de l'art, que tout le monde peut acheter, manipuler, c'est une forme européenne. Mais que dit-on de la pagode, par exemple, les estampes, le muralisme sur le tapis? C'est-à-dire, ce n'est pas le support qui va créer, d'accord, cette identité plastique, mais plutôt la création elle-même, peu importe le support. Donc, dans la malle des Sudi Maachou, est déconstruit la logique occidentale qui dit que la peinture est venue dans la malle du colonialisme. Donc, faisant allusion au travail original de Tibere Cantor, je rappelle que Tibere Cantor est un artiste un peu très particulier parce qu'il développe une forme d'autosuffisance. Il fabrique tout lui-même. Les couleurs, il vient de la nature, les supports, il les fabrique lui-même, le papier, il est allé faire des formations en Chine, ça veut dire de A à Z. Et ça, déjà, sur le plan esthétique, cette démarche-là, elle est esthétique, elle est dans la création. Donc, autre chose que développer El Mouammar al-Maleh, et là, je peux passer, par exemple, à quelques photos. Ça, c'est sa ville natale, c'est pas sa ville natale. Sa ville natale, c'est sa fille. Mais à l'âge de 2 ans, ils ont dû quitter pour des raisons, je sais pas, mais pour des raisons, sa famille s'est installée définitivement à Essaouira. Donc ici, c'est la ville de Fès. D'accord. Alors ici, donc, j'essaie de faire des diapos des univers plastiques par rapport à la couleur, par rapport à la lumière, qui sont susceptibles de nourrir le regard d'un peintre. Ça veut dire quelqu'un qui vit à Meknès, il est consciemment ou inconsciemment alimenté par les lumières, par des éclairages, par des contrastes. Moi aussi, je suis étonné par cette grande muraille qui me plonge, par exemple, dans l'histoire. C'est des siècles. C'est quelques mètres qui me séparent de la muraille, mais sur le plan éthique et esthétique, c'est des siècles qui nous séparent. Donc, cette mise en rapport et de nature a créé, a forgé l'identité d'un vrai artiste marocain qui cherche sa création, c'est-à-dire des éléments qui l'entourent, et c'est avec ça. Et c'est ça le grand apport d'Ed Mouammar al-Maleh. C'est avec ça qu'on va nourrir la mondialisation, qu'on va nourrir l'universel. Ce n'est pas en se fondant dans un moule unique, au risque même de devenir comme des soldats, des immatriculations. Donc l'universel, l'universalisme ne va être nourri que par des particularités irréductibles. Le Marocain va apporter sa touche, sa contribution, qui ne peut pas être ramenée par un autre. Et c'est comme ça, en puzzle, qu'on va fabriquer l'universalité. Et c'est ça le fondement de l'esthétique d'Ed Mouammar al-Maleh. Un jour, et ça c'est sur le plan anecdotique, il était aux États-Unis, c'est dans les années 90, dans une grande exposition, et l'œuvre majeure qui a attiré toutes les attentions fut une tête de veau qui a été mise dans un grand bocal avec un liquide dedans, et c'était, ça c'est sur le plan esthétique, on l'appelle une performance. Lorsqu'il dure indéfiniment, on l'appelle une installation. D'accord? Et lui, il avait un sens de l'humour pour dire que, oui, vous découvrez de manière un petit peu bizarre cette tête-là, et dont le prix a été exorbitant, il a été vendu dans des enchères, oui. Donc, il a dit que le Marocain, il connaît déjà, il en mange. Demandez à un petit garçon de 6 ans, il connaît vraiment l'archéologie de cette tête, de veau, de mouton ou autre. Il y avait un contact, et c'était drôle, parce que les autres, ils ne connaissaient pas. Il a même dit à propos de l'installation, en passant dans un marché à Rabat, il a vu un petit marchand qui n'avait pas assez de marchandises. Et il avait tellement à fabriquer une petite installation avec les couleurs, c'était des piments, de l'autre côté c'est du rouge, vert. Il a dit voilà une installation. Pourquoi aller à Tokyo, à New York pour apprendre à faire de l'installation? Le Marocain, je sais pas, moi aussi en marchant ici à Meknès, à Genève-la-Main ou autre, je vois des personnes, je sais pas, avec des boîtes de sardines, là où il y a des plantes, ils les arrosent chaque jour, avec un chat à côté. Alors voilà un univers qui peut nourrir, d'accord, la vision et la création d'un artiste. Pourquoi aller chercher des théories et des échafaudages, par exemple, occidentaux? Nous, on n'a pas
sais pas, les Flamands derrière nous, mais on a une culture visuelle, et surtout avec la querelle des images, je viens de le souligner, une grande culture du signe. L'arabesque, d'accord, la calligraphie, la chaux, la tapisserie, d'accord. Donc ici, il y a un grand passage sur l'origine de la peinture et de la création artistique au Maroc, qui a été élaboré par Tony Maraini, hein, qui a fait un excellent travail sur ce point-là. Donc j'en passe rapidement. Alors, et là, je fais une... Ici, j'avais des installations. Par exemple, ici à Marrakech, c'est une photo prise par un Français. Donc voilà de belles installations, hein, avec des épices, tout en couleur, et il y a même de l'odeur. Vous savez, ce que j'apprécie beaucoup dans la peinture, par exemple, de Belkahia, de Farid Belkahia, c'est que notre sensorium, il est complètement sollicité. Parce que, de nature, un tableau de peinture n'engage que la vision. Vous pouvez voir. Parce que c'est tellement plat, surtout c'est sur un papier. Pour Belkahia, il dessine sur les peaux de moutons ou de vaches. Déjà, vous pouvez passer la main et sentir je sais pas, des granulations, et voilà, des reliefs, et là, il y a un engagement aussi d'un autre sens. Et il dessine avec le henné, l'henna. Vous pouvez même sentir. Donc ici, il y a le regard, le toucher, l'olfactif. Donc vous êtes un petit peu cerné, amené à voir une chose. Et surtout avec cette métaphore de la peau régénérée, c'est la résurrection. Donc il y a toute une théorie à développer. Ce qu'il faut, c'est des plumes, des personnes engagées, comme Khatebi, comme Tony Maraini, comme Kilito, comme Mohamed Khairuddin. On en a parlé ce matin. Mohamed Khairuddin a écrit un très joli texte esthétique sur le Sfr, qu'on ne connaît pas assez. Donc, Sfriwi aussi, c'est dans les années 50. Donc, voilà les installations. Et là, il y a ce travail paragonal entre littérature et peinture dans l'œuvre d'Edouard Maral-Malek. Souvent dans des romans, il parle des tableaux. Et souvent dans des textes dédiés à la peinture, il parle des œuvres littéraires. Donc, cet entretien paragonal, parce que ça existe, la science, ça existe. Donc, cette cette relation interartistique, qui était très en vogue en Europe, donc il est installé, il est mis en avant dans l'écriture d'Edmond. Donc on peut lire rapidement, et ça c'est un extrait de ma thèse. Donc dans 1000 ans un jour, l'auteur se laisse bercer par les vertus toniques de certains aliments sortis directement de sa mémoire gustative et qui ne mena dans aucune traduction éventuelle, laissant pour compte le curieux lectorat francophone, français. Zatar, Kamoun, Karouia, Ibzar, Gouza, et c'est exprès de ne pas traduire. C'est la même chose sur le plan de la peinture. Il ne faut pas traduire pour l'autre. Il faut qu'il vienne ici découvrir ces installations. On a parlé de cette installation de légumes et autres. Les fourchettes, les doigts, l'enchantement. Donc ici, il passe du visible, du tactile, ça veut dire de l'organique, à ce qui est spirituel, à ce qui est esthétique. Et là, il peut développer ensuite un discours. L'enchantement, alors là, on parle c'est-à-dire du principe fondateur de l'art. Ça veut dire que l'art cible il ambitionne à créer cet enchantement au fond de la personne, à travers les couleurs, à travers les formes, et à travers la création artistique. C'est exactement à l'image de ces épices pris en photo par Emmanuel Blanchot. D'accord? Voilà, c'est la même chose. Je vais finir tout de suite. Donc, le rapport entre l'écriture et la peinture. Cela dit, le peintre postcolonial avait un sort meilleur que son homologue écrivain de la même époque. Et ce, par rapport à la contagion langagière du français. Ça veut dire que l'écrivain postcolonial, et surtout pour Driss Raïbi après, pour Ahmed Sfriwi, pour Khatebi, les autres, ils ont écrit en français. C'est la langue du colonisateur en fait. À un certain moment, il y avait un long débat, M. Khalid est là pour en dire plus. Mais le peintre marocain a manipulé un langage universel. Parce que la couleur en fait appartenait à personne.
Ça veut dire qu'il y avait plus de liberté pour créer. Ce qu'il fallait, c'est des théories, c'est un accompagnement, renforcer cette confiance au personnage et les peintres, d'accord, pour aller de l'avant. Mais avec quoi je vais finir, c'est l'autre mise en garde de Edouard Marc lui-même, c'est l'occidentalisation. Au début, il a formulé des griefs par rapport à l'orientalisme, maintenant c'est l'occidentalisme. Donc, il a mis en garde le peintre et le créateur en général marocain de s'enliser dans des rapports à la philosophie occidentale. Parce que, en adoptant les techniques, les supports et les manières, et peut-être même les thèmes occidentaux, il risque aussi d'amener avec ça des structures de pensée et de sensibilité qui ne sont pas marocaines, qui sont occidentales. Donc, s'il y a dans le débat quelque chose, on peut... Et merci beaucoup. Merci Zomir pour cette intéressante communication sur laquelle vous êtes revenu sur la mémoire visuelle d'Edmond Amr al-Malh, qui a eu pour objectif de redéfinir donc les contours du champ de la mémoire visuelle marocaine. Donc une restitution de l'écriture visuelle qui s'est faite par le biais du scriptural. Donc il appelle à une revisitation, je dirais, de cette mémoire visuelle marocaine afin de sortir de ce dogmatisme, de ce discours occidental donc, qui prétend être l'introducteur de la peinture au Maroc. Alors, juste après, donc, je donne la parole à M. Abdelkarim Chiger. M. Chiger est un enseignant, donc, il est enseignant-chercheur au département de langue et littérature française à l'université Moulay Ismaïl, faculté des lettres, depuis 1999. Il est spécialiste des littératures maghrébines de langue française. Nombreuses sont ses publications, à titre d'exemple, Cuisine et Seuil et Corridor dans l'œuvre de Aglo Hedmedeb, paru dans Récits du corps au Maroc et au Japon, sous la direction de M. Zekri et de Marc Aubert. Il a écrit Matière de Fès, littérature, synergie, écriture et cinécriture, paru dans Lire les villes marocaines, toujours sous la direction de M. Zekri et de Bonnet. Passage, qui sont donc un article paru dans les actes du colloque international consacré à Edmond Amr al-Malh, intitulé Edmond Amr al-Malh, Art, Culture et Écriture, qui a eu lieu même à Meknès. Depuis 2000, donc, il s'intéresse à la photographie, au cinéma et aux arts plastiques. D'ailleurs, une publique récente a vu le jour, entre autres, les expositions du printemps d'El-Fedden, 1979-1987, petite archéologie, paru donc dans les volumes fugitifs Fawzi la Tiris et l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Alors, en cours de publication, donc un article intitulé Photo-cinématographie coloniale, postcoloniale, légende contre légende, donc, qui est le résultat donc, des travaux d'un colloque international intitulé Francophonie méditerranéenne, 21e siècle, langue, littérature, paru à l'université, donc Grenoble-Alpes. Alors, je ne m'attarde pas sans plus et j'accorde la parole à M. Abdelkarim Chiger, donc qui va nous parler d'une communication dont l'intitulé est Wanted, Delhi Safi 2011, pays du film cinéma. Je vous remercie. Merci, chers collègues et présidente. Je voudrais en fait me situer par rapport à tout ce qui vient d'être dit, puisque effectivement on est depuis, je dirais, pour aller vite, parce que mon texte il est un peu long, donc je vous en donne un peu le synopsis, le résumé, puisqu'il parle de cinéma. Je crois qu'effectivement, depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, nous sommes acculés, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'obligation de choisir entre la voie séculière et la voie finalement religieuse. Et effectivement, la formation de l'État-nation, s'est faite dans cette double logique, généralement. Mais je crois que, heureusement, il y a, comme disait Mohamed Balah, absolument, à propos d'Edouard Saïd, il y a un tiers espace. Il y a l'idée d'une interzone, d'une possibilité pour placer ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire. Et, du même coup, les images, puisqu'on n'en a pas parlé, sauf pour la peinture, et ça a été fait de façon très forte à propos de l'exemple de Edmond, mais je crois que le cinéma
et la photographie ont leur place dans la résistance à ce double choix de la sécularisation et, disons, de la formation de l'État-nation dans une perspective religieuse. Comment est-ce qu'on peut effectivement penser une troisième voie? Et je crois que il suffit de se rappeler d'une chose, d'un événement culturel et artistique majeur, qui est la naissance de la cinéphilie. La cinéphilie, depuis la fin du XIXe siècle, a été déterminante dans la formation des cinéastes. Il n'y avait pas d'école, ni d'institut, ni d'université spécialisée en la matière, et ce sont les ciné-clubs, les revues, les magazines, et notamment les ciné-clubs. Je pense bien sûr à la Fédération nationale des ciné-clubs au Maroc, présidée par Nourdine Saïd, et je vais en parler très rapidement, qui date de 1970, et ce n'est pas rien. Donc nous sommes dans cette logique de résistance. Le film dont je vais parler, il date de 2011, et il s'inscrit dans cette logique. Donc, il est nécessaire de rappeler que, au fond, la cinéphilie, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est un processus, et je le dis, de résistance. Pourquoi? Parce que la cinéphilie épouse, n'est-ce pas, d'abord tout l'aspect expérimental et artistique de l'art cinématographique. Pourquoi je dis art cinématographique? Parce que, à partir de la Première Guerre mondiale, les États se sont appropriés le cinéma, se sont appropriés la radio. Globalement, il y a toujours des marges, mais effectivement, la marge, ça va être l'affaire de la cinéphilie pour ce qui est du cinéma. Bon, la presse, la même chose, mais il y a toujours des marges. Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, la cinéphilie est une résistance